Alors que se tient le Salon international de l'agriculture à Paris, du 25 février au 5 mars, une vidéo fait actuellement un tabac sur les réseaux sociaux. Elle montre Angela Jolie et ses 4 enfants cuisiner puis déguster araignées, scorpions et autres insectes divers. Ceci pour nous conseiller de manger les insectes capables de fournir au peuple d'autres protéines animales que celles issues de nos élevages traditionnels. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine? Est-ce qu'il y a déjà un manque de nourriture? Il n'y a pas de manque de nourriture mondialement parlant, dans la mesure où l'offre est supérieure à la demande solvable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des famines dans certaines régions du monde. Et pour ce qui est des protéines animales produites par les insectes, dans certains pays, on a toujours consommé des insectes parce qu'on les trouvait comme ça dans la nature. Là, il est question de passer à de l'élevage en grand d'insectes. C'est sans doute possible dans un certain nombre de pays. Par exemple, dans les pays du sud, de l'hémisphère sud, oui. Mais dans les pays de l'hémisphère nord, je doute que cette habitude soit prise avant longtemps parce qu'on est plutôt habitué à consommer des protéines d'animaux d'élevage, je veux dire des bovins, des moutons, des porcs, de la volaille, et donc je pense que cette culture de la consommation des insectes aura du mal à se développer. Cela étant, je pense qu'on mange beaucoup trop de protéines animales dans les pays développés, notamment en France, et donc la question se pose de réduire notre consommation de viande et de consommer davantage de protéines végétales que sont par exemple les haricots secs, les pois chiches, les lentilles et quelques produits de ce type. Je vois plutôt les choses comme cela et évidemment de l'élevage à l'herbe pour les ruminants plutôt qu'avec des céréales. Voilà. Mais dans ce pays comme Cambodge, c'était par nécessité qu'ils sont allés vers manger les insectes dans la période de guerre de Cambodge, qui a intensifié la consommation d'insectes. Ça peut arriver dans les autres régions? Dans des pays du Sud, sans doute que ça peut se développer, oui, mais encore une fois, je pense que chez nous, ça aura du mal, d'autant plus qu'il faudrait des bâtiments d'élevage, il faudrait d'autres manières de préparer cette nourriture que celle de nos abattoirs actuels, donc ça suppose beaucoup de bouleversements avec des investissements trop lourds, donc je n'y crois pas beaucoup, en France notamment. Les défenseurs de cette culture alimentaire argumentent que comme ça, on détruit moins la nature, mais on gagne plus de protéines. Qu'est-ce que vous pensez? C'est sans doute vrai, mais encore une fois, c'est davantage adapté aux pays tropicaux qu'à des pays de l'hémisphère nord. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux chez nous valoriser davantage l'herbe, d'autant plus que l'herbe, c'est aussi les prairies, ça capte du carbone, de même que les arbres captent du carbone, et donc cultiver moins et produire davantage d'herbe, avoir moins d'animaux et manger moins de viande, ça me paraît une solution beaucoup plus adaptée à nos latitudes que de se lancer dans l'élevage des insectes et la transformation des insectes en plus. On assiste aussi à des acquisitions de terres agricoles en Afrique, en Europe centrale et même en France par des capitaux étrangers. Que vous inspire cette course aux terres agricoles? Je pense que chaque pays doit garder la maîtrise du foncier et doit aussi, dans un même mouvement, préserver les terres agricoles. L'achat de terres agricoles est une chose, le gaspillage des terres agricoles en est une autre, parce que dans notre pays, par exemple, on artificialise, c'est-à-dire qu'on bétonne chaque année quelque chose comme 70 000 hectares. Ça fait l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Je pense qu'il faudrait moins consommer de terres agricoles et je dirais aussi plutôt faire du maraîchage autour des villes plutôt que d'importer de la nourriture du fin fond de l'Espagne ou du Maroc par exemple. Donc on a besoin de réfléchir et on doit lutter effectivement contre
apparemment des terres par des capitaux de multinationales et même d'États étrangers, oui. Que faudrait-il faire dans un pays comme la France pour une agriculture à la fois productive et résiliente, adaptée à la lutte contre le réchauffement climatique, l'un des grands enjeux du XXe siècle? Si je devais résumer d'une phrase, je dirais qu'il faut faire travailler la nature de manière intelligente. Il se trouve que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui termine son quinquennat en même temps que celui de François Hollande, était arrivé au ministère de l'Agriculture avec cet objectif. Mais il se trouve aussi que la manière dont fonctionne la Commission européenne en multipliant les accords de libre-échange un peu avec tous les pays du monde et sur tous les continents, crée plus de crises agricoles qu'elle ne favorise les bonnes pratiques agronomiques. Je crois que depuis 50 ans, on a tourné le dos aux bonnes pratiques agronomiques pour faire des cultures de rente dans des rotations courtes, et en faisant cela, on épuise les sols et on est en train de prendre des risques par rapport aux décennies futures. Et la bonne idée de Stéphane Le Foll, je dirais, c'était d'essayer de faire rompre avec tout cela. Mais en même temps, comme l'Europe fonctionne sur fond de concurrence mortifère, eh bien, la concurrence a pris le pas sur les bonnes pratiques agronomiques, et donc les choses que le ministre voulait mettre en route n'ont été qu'à peine ébauchées, et donc il n'y a pas eu beaucoup de bonnes expériences, même si celles qui ont été faites sont très positives. Donc c'est un peu ce quinquennat de François Hollande qui se termine avec le salon de l'agriculture qui s'ouvre à partir de demain, eh bien, est un rendez-vous manqué en quelque sorte avec les objectifs qu'on pouvait avoir pour l'agriculture en France et en Europe. C'est un petit peu le sujet de votre nouveau livre. Oui, un peu, oui, pour partie, parce que dans ce livre, j'interpelle les candidats à l'élection présidentielle et à la députation par rapport aux enjeux climatiques, et j'ai plusieurs chapitres qui montrent que une grande partie de la solution réside dans une agriculture beaucoup plus résiliente que celle que nous avons aujourd'hui. Ce livre peut faire œuvre utile pour tous ceux qui s'intéressent au débat qui ont cours actuellement sur les enjeux de l'élection présidentielle et sur les enjeux de la mandature des députés qui va avec pendant 5 ans, puisque, on le sait maintenant en France, le président de la République est élu pour 5 ans, les députés aussi, et les 2 élections se succèdent en avril, mai et juin. Et donc, bon quinquennat pour vous. Merci.